En janvier dernier, le chercheur et enseignant Gaspard Lemaire faisait paraître une étude de données impressionnante sur un scandale sanitaire peu connu du grand public, celui de la contamination des eaux au CVM, le chlorure de vinyle monomère, un gaz cancérigène contenu dans les tuyaux en PVC. Cette affaire s'ajoute donc à d'autres scandales du même ordre, présence de PFAS ou résidus médicamenteux dans les eaux potables, scandale Nestlé mis à jour notamment par la cellule investigation de Radio France. Alors nos eaux sont-elles plus polluées qu'elles ne l'étaient? Comment l'État a-t-il fermé les yeux sur certains de ces risques sanitaires? Bonsoir Gaspard Lemaire. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes chercheur enseignant en droit de l'environnement à Sciences Po, doctorant en sciences politiques au sein de la chaire Earth et vous écrivez votre thèse intitulée Le paradigme de l'atrocité climatique à l'université d'Angers. Merci d'être présent ce soir dans Question du soir. On est parti d'un seul document, c'était un bleu de rimes. Les rimes, c'est ce qu'on appelle les réunions interministérielles. Donc, c'était une décision qui avait été prise en réunion interministérielle. Et donc ça, c'était en 2023, en février 2023. Et à ce moment-là, le gouvernement français avait décidé d'accorder une dérogation à l'entreprise Nestlé pour utiliser certains filtres non conformes. C'est comme ça que c'est écrit. On a découvert une vaste affaire, effectivement, de fraude aux eaux minérales. Et le principal acteur de cette fraude, eh bien, c'est la multinationale Nestlé qui, depuis en fait les années 90, utilise dans ses usines des filtres pour traiter des eaux qui sont vendues comme des eaux minérales naturelles, qui sont donc censées être des eaux pures, à la pureté originelle, et qui sont en fait traitées parce qu'elles sont contaminées, notamment par des bactéries, mais aussi par des pesticides. La journaliste Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France, elle était l'invitée il y a quelques semaines de Questions du soir sur France Culture, évidemment. Gaspard Lemaire, 30% des marques du groupe Nestlé avaient recours, selon cette enquête, à des systèmes de purification interdits ou illégaux, allant à l'encontre de leur label dit eau minérale naturelle. Du point de vue justement de la qualité des eaux que l'on consomme, comment est-ce que vous analysez cette affaire ? Cette affaire, elle est assez étonnante en fait parce que cette pratique, elle a perduré extrêmement longtemps. C'est pas une pratique qui serait tout à fait récente. En fait, dès le début des années 2000, Nestlé a recours à des techniques de décontamination avec des charbons actifs, des filtres ultraviolets, ce qui est effectivement complètement illégal quand on vend une eau qui est censée être une eau minérale naturelle. Pourquoi ils font ça? Parce que effectivement, la qualité de l'eau en fait n'est plus garantie. Il y a des phénomènes climatiques qui conduisent à des assèchements des nappes, qui conduisent à leur tour à la prolifération des bactéries. On a des fuites de pesticides à tous les niveaux, peut-être aussi des problèmes de gestion. Mais en tout cas, ce qui est absolument étonnant, c'est que ce soit complètement passé sous les radars pendant assez longtemps. Lorsque vous dites la qualité de l'eau n'est plus garantie, à quand datez-vous ce tournant-là justement sur la qualité des eaux qui traversent la France et par ailleurs sur la façon dont les industriels s'en servent et la distribuent? C'est une question qui est assez difficile parce qu'en fait, on manque cruellement de données historiques. Les scandales, ils sortent les uns après les autres, mais on n'a pas d'archives pesticides qui nous permettraient de suivre l'évolution des niveaux de pesticides dans l'eau depuis très très longtemps. Donc on n'a pas vraiment de visibilité sur le passé, on a des problèmes de données à tous les niveaux en fait. L'autre fait évidemment marquant de cette affaire Nestlé, c'est l'implication tacite ou non d'ailleurs de l'État, de différents responsables publics de haut niveau. Là aussi, comment est-ce que vous analysez cette affaire à travers ce prisme sur l'implication de l'État, sur la responsabilité aussi de différents ministères et de différentes agences de l'État? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une alerte en fait, qui a été lancée en 2019 par quelqu'un qui travaillait dans une usine où les pratiques étaient tout à fait douteuses. Cette alerte, elle a conduit à une enquête de la Direction générale de la consommation. Cette enquête dure 1 an, 2 ans. Et là, Nestlé va de façon préventive aller avertir le ministère de l'Industrie. Dire voilà, on fait des choses qui sont illégales, on met des filtres, on utilise des ultraviolets, il ne faut pas le faire. Mais on a un plan,
on va faire autrement très prochainement. On va mettre des filtres à 0,2 microgrammes, ce qui est illégal aussi. Et Nestlé dit à la ministre de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, si on ne fait pas ça, ça va être des emplois perdus de partout. Il faut vraiment nous laisser le faire, même si ça n'a pas l'air d'être très légal. Et la ministre réfléchit, négocie un petit peu et dit d'accord, on va vous aider à faire ça. Ça, c'est en 2021. Elle lance quand même une enquête indépendante, mais elle n'avertit pas le procureur des pratiques illégales de Nestlé. Et surtout, 2 ans plus tard, la méthode qui est toujours illégale d'utiliser des microfiltres à 0,2 microgrammes qui permettent d'éliminer les bactéries, les matières fécales aussi qui sont présentes dans cette eau de source, ou plutôt cette eau minérale naturelle, eh bien, ces pratiques sont validées par une équipe interministérielle qui implique les cabinets du Premier ministre, du ministère de l'Économie, du ministère de l'Environnement. Donc il y a une couverture totale. Ce qui est frappant, c'est que la logique sanitaire passe tout à fait au second rang, que la démarche, cette fois-ci économique, financière, que l'intérêt de préserver de l'emploi, hein, c'est toujours le chantage qui est formulé par certains industriels et certaines entreprises, prévaut sur absolument tout le reste. Sur tout le reste, non seulement sur les considérations environnementales, mais aussi sur la protection de l'intérêt des consommateurs, puisque ce qu'il s'est passé, c'est que l'entreprise Nestlé a vendu pour 3 milliards d'euros de bouteilles d'eau qui étaient présentées comme de l'eau minérale, qui était en fait de l'eau du robinet, de l'eau qui avait été filtrée, de l'eau qui avait été travaillée, et les intérêts des consommateurs n'ont été protégés à aucun moment. L'association UFC Que Choisir, qui représente les intérêts notamment des consommateurs, a déposé plusieurs plaintes. Là aussi, que peuvent ce type de démarche, que peuvent les consommateurs pour se défendre face à ce type de scandale que l'on apprend dans la presse? Alors, il y a une plainte qui date de 2024 et on a déjà eu un premier résultat. Elle était déposée auprès du procureur d'Épinal et le procureur a signé en fait avec l'entreprise Nestlé ce qu'on appelle une convention judiciaire d'intérêt public. Donc voilà, Nestlé a gagné à peu près 3 milliards en vendant ses bouteilles frauduleuses. Et le procureur a proposé à Nestlé même pas de plaider coupable en fait, simplement de payer une somme pour compenser le dommage, le tort porté aux consommateurs. Et cette somme, elle est de 2 millions d'euros sur les 3 milliards qui ont été engrangés. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme si on avait un braqueur qui va dans une banque, il prend 3 milliards, et puis il confesse quand même une partie au moins de son méfait quelques années après, et on lui dit, c'était pas bien, mais vous êtes de bonne volonté, on va s'arranger, vous rendez un peu moins de 1% finalement du butin, et vous repartez libre, et vous n'aurez aucun problème. Donc le droit, il n'est pas toujours suffisant. Heureusement, il y a d'autres démarches juridiques qui ont été entreprises depuis et elles pourront peut-être amener à des conséquences un peu plus intéressantes que ça. La comparaison est osée, Gaspard Lemaire, mais elle a le mérite d'être claire. L'autre actualité qui concerne les eaux minérales que l'on consomme au quotidien, c'est la modification de la définition de ce qu'on appelle les PFAS, c'est-à-dire ces polluants éternels qui traversent là aussi l'ensemble des eaux minérales et au sein des robinets que l'on consomme. Quel est l'enjeu autour de la modification de cette définition? Pourquoi un flou d'ailleurs entoure la définition de ces produits-là? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question des PFAS, donc je ne vais pas vous répondre en m'aventurant sur un terrain que je ne maîtrise pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cette question de la définition des concepts, de la définition des seuils, de la définition des indicateurs, elle est absolument cruciale en matière de droit sanitaire, en matière de droit de l'eau, et ces techniques de changement assez insidieuses, assez obscures pour les citoyens, qui sont difficiles à retracer. On les observe en permanence. On les a observées, par exemple, avec les pesticides, avec le plan Écophyto. Voilà, il fallait faire baisser dans 10 ans de 50% le niveau de pesticides. Ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'on propose 20 ans plus tard? On propose de changer d'indicateur. On change d'indicateur et là, miraculeusement, alors que le niveau d'usage de pesticides avait stagné, il va baisser de 50% très brutalement à partir du moment où on change d'indicateur. Donc voilà, au lieu de régler le problème, on change les définitions, on change les indicateurs, et ça, c'est évidemment une manière de faire perdurer l'insécurité sanitaire. Vous avez parlé très largement, Gaspard Lemaire, des effets, j'allais dire, généraux du réchauffement climatique sur la qualité des eaux, de l'impact aussi de l'utilisation croissante et du recours aux pesticides. Est-ce que la qualité de l'eau se dégrade d'une façon générale en France? Est-ce qu'il est de plus en plus dangereux, entre guillemets, de consommer au quotidien et sur le long terme les eaux diffusées
distribués par nos robinets, ou bien plus généralement, vous estimez qu'il existe une défaillance forte, importante des pouvoirs publics dans le contrôle justement de la qualité de ces eaux? Je crois qu'en fait, on est en train de découvrir des pollutions qui sont extrêmement anciennes. L'usage de pesticides, voilà, il stagne et on se rend compte, on arrive à identifier de plus en plus de substances, des produits qui se transforment dans l'eau, qui étaient déjà là auparavant et qu'on n'arrivait pas à mesurer. L'enquête que j'ai menée sur le chlorure de vinyle monomère, c'était présent dès les années 1960. Les PFAS, l'usage, il n'est pas nouveau. C'est une substance qu'on commence à utiliser dans les années 1950. Donc c'est des découvertes qu'on fait, mais avec énormément de retard. Et ce qui est assez inquiétant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir énormément d'autres substances qui sont, voilà, peut-être déjà les investigations sont en cours à l'autre bout du monde, et ça arrivera en France 20, 30 ans plus tard, comme cela a pu être le cas avec les PFAS. Qui contrôle les eaux aujourd'hui, Gaspard Lemaire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la responsabilité unique de l'État? Alors, pour ce qui est de l'eau potable, les responsabilités sont partagées entre l'État d'une part et en particulier la Direction générale de la santé ainsi que les agences régionales de santé, les ARS, voilà, qui ont une mission de surveillance générale, qui effectuent tout un tas de mesures. Et Qui sont les agences déconcentrées du territoire français, il y en a une par région. tout à fait. Et d'autre part, les fournisseurs d'eau sont aussi, ils font face à ce qu'on appelle une obligation de résultat en droit. Ils doivent garantir le caractère potable de l'eau. Et ça signifie que voilà, eux aussi, ils sont en charge de faire des tests. Mais la difficulté, c'est que ces fournisseurs d'eau, ils sont extrêmement nombreux. Ce sont souvent des communes, des collectivités de communes. Parfois, c'est un prestataire privé, donc une entreprise. Mais il y en a énormément sur le territoire. Et à l'analyse, il apparaît que les défaillances locales de ces très nombreux acteurs, nécessairement, il y aura des difficultés ici ou là, surtout quand les moyens manquent, et c'est le cas quand le fournisseur d'eau est très petit. S'il y a une défaillance, eh bien, c'est à l'État de veiller à l'application de la loi, et il apparaît en pratique que cette obligation, elle n'est que rarement respectée. Mais pour creuser justement ce que vous êtes en train de nous expliquer, Gaspard Lemaire, quand on écoute les discours de l'État au sujet de ces contrôles de la qualité des eaux, il renvoie, non pas systématiquement, mais quand même très très régulièrement à la responsabilité des collectivités, à la responsabilité des communes, comme si c'était de leur ressort unique et comme si au fond l'État n'était pas garant de cette qualité. Alors comment le comprendre ? Et je pense que cette technique qui permet de se défausser de ses responsabilités, elle opère au niveau environnemental, mais elle opère à un niveau beaucoup plus large, et elle est le témoignage d'un phénomène qui est la bureaucratisation en fait de nos sociétés. C'est-à-dire que on doit gérer tout un ensemble de tâches qui sont extrêmement complexes. Il faut diviser le travail, il faut diviser les tâches, il faut diviser les spécialités pour que le fonctionnement social puisse perdurer. Et cette division du travail, elle conduit à une dilution des responsabilités. Il y aura toujours un autre agent public, il y aura toujours un autre service sur lequel rejeter la faute. C'est un problème, mais fort heureusement aussi, dans les contentieux, ça peut être d'une aide précieuse parce que chaque administration va tenter de se défausser de ses responsabilités et donc elle va fournir des informations assez intéressantes vis-à-vis des manquements qui ont pu être commis par d'autres parties de l'administration ou par des services déconcentrés ou par une collectivité locale. C'est peut-être pratique pour les chercheurs, et j'imagine que vous le dites avec une certaine ironie, pratique aussi dans certains procès, dans certains conflits, mais tout de même, les responsabilités de l'État, pour qu'elles puissent être effectives, il faut quand même qu'elles soient logiquement, justement attribuées. On a du mal à comprendre que dans ce domaine, un flou règne justement sur la répartition des compétences. Alors le flou, il règne assez rarement sur le plan légal. Le flou, il règne dans les discours. Il est entretenu de façon apparente, de façon illusoire, mais dès lors qu'on arrive au niveau du contentieux, ce flou, il peut rapidement se dissiper, et c'est d'ailleurs la fonction du juge et de l'avocat que de le dissiper. On va parler, Gaspard Lemaire, maintenant de CVM, c'est-à-dire le chlorure de vinyle monomère sur lequel vous avez travaillé. Je voudrais vous faire entendre une association de comités citoyens en la personne de Catherine et Hervé Conrot. Ils nous expliquent de quoi il s'agit. Ils ont participé à Envoyé spécial daté du 16 janvier dernier. Le chlorure de vinyle monomère, donc le CVM. Tout le monde en a un petit peu. Puis le dernier, au bout de la canalisation, on a plein. Voilà. Parce que donc c'est fauteur de deux types de cancers du foie. C'est inquiétant. Oui, complètement. Hein. Non, voilà.
Donc, Et vous n'étiez pas du tout au courant? Non. Ah ben non, vraiment, j'apprends aujourd'hui, quoi. Je savais pas du tout. Et pourtant, voilà, entre voisins, on se connaît un peu, mais ça n'avait jamais été évoqué, quoi. Et mon rôle maintenant, est-ce que moi j'ai quelque chose à faire Alors oui, ce que vous pouvez faire, c'est demander à ce qu'il y ait une analyse d'eau pratiquée à votre robinet de cuisine. Donc on a préparé des modèles de lettres que vous pouvez reprendre ou non, qui sont adressés aux responsables de la qualité de votre eau. Bon, là, on est sur des valeurs très au-dessus. 1,39, quand même problématique, sachant qu'en plus, la personne au 1,39... c'est une maison qui va être vendue. Donc, est-ce que les nouveaux propriétaires ont conscience qu'ils ont potentiellement de l'eau qui n'est pas potable? Comment vous êtes-vous retrouvé, Gaspard Lemaire, si je puis dire, dans cette affaire, en tout cas présent pour la décortiquer et tenter de comprendre ses ramifications nombreuses? On y reviendra. Alors tout est parti de ce qui était en apparence un fait divers. Dans une commune du Loiret, à Châtenois, les habitants étaient confrontés à deux types de problèmes. Ils étaient confrontés à une pollution de leur eau au manganèse, qui est une substance visible dans l'eau, qui est marron. Et c'est très important parce qu'en fait, certains habitants ont fait prendre des bains à leurs enfants et ils ont diffusé sur les réseaux sociaux des images d'enfants qui prenaient quasiment ce qui était des bains de boue. Ça a été très médiatisé parce que c'était visuellement parlant. Et dans le même temps, ils étaient confrontés à une autre substance toxique qui, elle, est invisible, qui est inodore, qui est le chlorure de vinylmonomère et qui se trouvait par hasard être aussi présente dans leur eau du robinet, je n'oserais pas dire eau potable, puisqu'elle ne l'était pas. Donc tout ça a donné lieu à une couverture médiatique, à un article qui a été publié dans le journal Le Monde. J'ai lu cet article et j'étais un petit peu perplexe parce que donc il était question de ce CVM que je ne connaissais pas, substance qui était définie comme cancérogène certain. Dans le même temps, le ministère de la Santé avait l'air de dire que ce n'était pas très grave de boire du CVM. Et pourtant, il était interdit aux habitants du village de consommer l'eau contaminée. Donc c'est cancérogène, mais c'est pas grave. Il ne faut pas consommer l'eau. J'étais un petit peu perplexe et j'ai décidé d'enquêter. On va revenir sur le rôle du ministère de la Santé, mais présentez-nous, j'allais dire, la géographie de la diffusion de ce CVM dans les eaux françaises. Ce sont les petites communes en particulier qui sont concernées parce que les eaux y stagnent. Ce sont certaines régions d'Île-de-France par ailleurs. Alors, l'Île-de-France est plutôt épargnée par Non, ce sont certaines régions de France. De France, ce sont effectivement certaines régions françaises, de l'ouest de la France notamment. C'est principalement le cas de la Nouvelle-Aquitaine et de la Normandie, qui sont vraiment les plus touchées, mais aussi, dans une moindre mesure, du centre Val-de-Loire, ainsi que de la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Et ensuite, au sein de ces régions, ce sont effectivement les plus petites communes, où en fait, il y a moins d'habitants. S'il y a moins d'habitants, il y a moins de demande en eau. S'il y a moins de demande en eau, l'eau stagne dans les tuyaux, et voilà, par un phénomène chimique qui, pour le coup, est assez intuitif, l'eau a plus de temps pour se charger de ce CVM, et donc c'est souvent au niveau des communes très rurales que les contaminations sont les plus importantes. Vous avez mentionné le ministère de la Santé. Il joue dans ce scandale un rôle absolument clé, puisque vous avez découvert, au fil de vos travaux, au fil de vos recherches, que ce ministère avait dissimulé des données. Effectivement, donc je me suis intéressé à cette question et il y a des données publiques, il faut le dire. Elles sont sur le site Open Data du gouvernement, qui sont des données du ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on y trouve justement dans ces données publiques? On trouve des données brutes. Les données brutes, on ne peut pas les déchiffrer si on n'est pas informaticien. Donc moi, je n'ai pas réussi à y accéder par manque de compétences. J'ai demandé aux agences régionales de santé, toujours elles, de me communiquer leurs données à elles sous un format clair. Et là, évidemment, j'ai découvert qu'il y avait des milliers de contaminations qui avaient été identifiées en France. Mais ce qui a été très intéressant dans un second temps, et c'est un travail que je suis en train de mener avec justement l'association Comité Citoyen qu'on a entendu tout à l'heure et qui est pionnière sur le sujet du CVM, on a confronté la base de données du ministère de la Santé et ce que m'ont transmis les ARS. Et ce que l'on voit, c'est que quand on déchiffre les données du ministère, elles ne recensent que 25% des contaminations qui ont été enregistrées par les ARS. Il en manque les 3/4. Qu'est-ce que répond le ministère de la Santé lorsque vous les contactez ou tentez de les contacter? Là encore, c'est l'association Comité Citoyen qui a fait cette demande et la réponse du ministère était extrêmement instructive. Sa réponse était de dire que le CVM, finalement, quand on fait des analyses, le niveau de CVM varie énormément entre un logement et le logement qui peut être situé quelques mètres plus bas. De sorte que la teneur en CVM dans un logement n'est pas représentative de l'ensemble du réseau. Et le ministère nous a expliqué que
pour que tout ça soit plus représentatif, il a sélectionné un certain nombre d'échantillons, il a sélectionné un certain nombre de mesures. Autrement dit, pour que les mesures soient plus représentatives, on a enlevé les 3/4 des contaminations qui avaient été effectivement recensées. Après ces mois, Gaspard Lemaire, de travaux, justement, de fouilles pratiquement, comment est-ce que vous comprenez cette position du ministère de la Santé? A priori, le ministère n'a pas d'intérêt direct, n'a pas d'intérêt financier, il n'est pas une entreprise, il n'est même pas non plus, j'allais dire, le ministère du budget ou Bercy qui aurait j'allais dire, des intérêts en matière d'emploi à faire valoir. Pourquoi le ministère de la Santé ne donne pas l'entièreté des données et ne permet pas de déchiffrer celles qui sont rendues publiques? Il y a une première chose qui est que c'est extrêmement difficile de dire à des centaines de milliers de Français, puisque c'est l'ordre de grandeur dont on parle aujourd'hui, euh, qu'ils ont consommé, pour certains d'entre eux, pendant 50 ans, une eau qui contenait une substance cancérogène. C'est très dur de l'avouer. Voilà, la puissance publique savait que le CVM c'était dangereux. Dès 1978, au niveau européen, on interdit de poser des tuyaux qui contiennent cette substance. Parce que le risque est connu, parce que le caractère cancérogène a été identifié, parce que le phénomène de relargage dans l'eau, il a également été identifié. Et il ne se passe pas grand-chose pendant à peu près 40 ans. Donc c'est la difficulté à reconnaître une erreur ou la difficulté peut-être à reconnaître une inaction à minima? Ça, effectivement, c'est un premier point, c'était très difficile de le faire. Dans un deuxième temps, il faut voir que le ministère de la Santé n'est peut-être pas le ministère du budget, mais qu'ils font tout de même l'un et l'autre partie d'un même gouvernement. Et en l'occurrence, si on veut régler le problème du CVM, il faut changer les canalisations. Et changer 1 kilomètre de canalisation, ça coûte au minimum 100 000 euros. Maintenant, on parle de centaines de milliers de kilomètres de canalisation contaminée. Alors, il ne faut pas tout changer parce que si le contact entre l'eau et le tuyau, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas trop long, ça peut aller. Mais il faut quand même investir des milliards, des dizaines de milliards d'euros. Et il se trouve qu'en fait, on a un taux de renouvellement naturel des canalisations, c'est-à-dire que quand elles ont bien vieilli, on les remplace de toute façon. Et l'idée du ministère, c'est de faire un calcul un petit peu cynique, qui est de dire... On ne voit pas des gens tomber comme des mouches en ce moment. Il y a peut-être pas mal de cancers du foie, mais ça reste discret. En tout cas, on n'a pas mené d'études épidémiologiques, donc on ne sait pas où ils sont exactement. On va lisser les dépenses. On va attendre que ça se passe. On fait des changements, et des changements de canalisation sont faits depuis plus de 10 ans maintenant. Ça a lieu. Mais simplement, ça ne va pas très vite et ça permet de ne pas engager des dizaines de milliards d'un coup parce qu'on ne les a pas de toute façon. Pourquoi et comment surtout la notion même de préjudice écologique vous paraît-elle pertinente pour aborder non pas ces problèmes, mais la gestion de ces problèmes et la réaction collective à avoir? Alors la notion de préjudice écologique, elle vient de la jurisprudence dans les années 90. C'est le juge qui a trouvé ça. On parle de préjudice écologique quand il y a un dommage qui a été porté à un écosystème, à ses fonctions, à ses éléments, ou qu'il y a une perte de jouissance de l'environnement pour certains êtres humains. Ça vient de la jurisprudence. Ça a été intégré au droit français en 2016 dans le cadre de la loi sur la reconquête de la biodiversité. Et c'est une arme qui est extrêmement puissante. Dans le cas du CVM, ça n'a pas tellement lieu d'être parce qu'on ne parle pas spécialement d'écosystème, on parle de nos organismes humains à nous. Mais en revanche, aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'activités qui sont autorisées par l'État français qui conduisent à la destruction ou à la dégradation d'écosystèmes. C'est le cas avec l'épandage de 65 000 tonnes de pesticides par an en France, ça fait un tiers de la consommation européenne. C'est le cas dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. C'est le cas avec... Qui était utilisé, on le rappelle, pour les bananeraies, justement. Et pour... Absolument, pour lutter contre le charançon de la banane, et qui est un pesticide persistant qui est présent dans les sols pour des centaines, peut-être des milliers d'années. En fait, il y a toutes sortes d'activités, les résidus médicamenteux aussi, où les écosystèmes ont été dégradés. Et quelques actions ont été menées. Dans le cas des pesticides, l'État a été condamné une fois à la suite de plaintes d'associations environnementales. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui sont concernées, en tout cas les personnes publiques comme les collectivités, qui sont concernées par une dégradation de leur écosystème, elles peuvent envisager d'engager un recours contre l'État. Et là, on parle de milliers de communes, en fait, qui demain pourraient engager un recours contre l'État en raison de la pollution
du fait des pesticides qui détruisent de fait les écosystèmes, et c'est documenté scientifiquement. Et dans le même temps, Gaspard Lemaire, j'ai le sentiment, en vous écoutant avec attention, qu'on est totalement dépassé presque par ce qui nous arrive, que ces outils, que notre rapport à l'eau, que ce qu'elle contient, nous a pratiquement ou effectivement dépassé, que philosophiquement, c'est même compliqué désormais d'aborder ce problème de politique publique avec sérénité. Effectivement, il me semble qu'on fait face à un problème qui est majeur et qui n'est pas tellement discuté dans l'espace public, à savoir que l'on ne comprend pas, en tant que citoyen et en tant que corps politique, on ne comprend pas ce que l'on fait et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il y a une double opacité. Il y a l'opacité eh bien, de ce qui se passe sous nos pieds ou dans nos estomacs, qui est le fonctionnement de systèmes techniques extrêmement compliqués. On pourrait parler de boîtes noires. Voilà, c'est des systèmes, on sait ce qui rentre, on sait à peu près ce qui sort, mais entre les deux, tout le monde ignore, ou presque, ce qui se passe, sinon les experts. Et les révélations, parfois, voilà, elles mettent des décennies à arriver. D'un mot, l'eau en robinet, de plus en plus compliqué de la boire, j'allais dire, d'une manière innocente. Ah, c'est à peu près pareil avec l'affaire Nestlé s'agissant des bouteilles. Qu'est-ce que vous buvez, vous? Alors moi, je continue à boire de l'eau du robinet, puisque de toute façon, l'eau en bouteille de chez Nestlé, c'est aussi de l'eau du robinet qui est vendue 100 fois plus cher. C'est de l'eau qui a subi des filtrages, et simplement, voilà, elle est vendue à un prix exorbitant. Donc ça n'a pas l'air d'être tellement intéressant de l'acheter. Nous n'avons pas tellement le choix. Merci beaucoup, donc, Gaspard Lemaire. Je rappelle que vous êtes chercheur et doctorant en sciences politiques au sein de la chaire Earth. Vous écrivez votre thèse sur le paradigme de l'atrocité climatique à l'université d'Angers. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir. Merci à vous.